Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre débat qui est intitulée « Où seront-ils demain ?» Un titre bien sûr qui fait écho à la programmation Exil, être ici aujourd'hui, un temps fort qui se déroule depuis mercredi et jusqu'à ce soir, un temps fort qui est consacré aux migrants et aux migrations. Il n'y a pas de barrière qui ne s'effondre un jour. Il n'y a pas de mur qui ne puisse être franchi. Je crois au franchissement des barrières. C'est pourquoi je me tourne vers ce monde méditerranéen qui retrouvera un jour ses liens en dépit des querelles, des affrontements et des hostilités. Ces quelques mots sont d'Émile Temim, qui était historien spécialiste de l'histoire de Marseille et des migrations. Or, c'est précisément depuis Marseille que nous avons choisi d'observer dans cette rencontre la question des migrants et des migrations, non pas pour la localiser, mais parce que Marseille offre un point de vue singulier sur cette question avec des horizons aussi bien historiques que géographiques extraordinairement vastes. Après tout, 26 siècles d'histoire, des migrants et des migrations, ça laisse des traces. Nous allons donc bien sûr aborder au cours de cette discussion l'actualité ô combien brûlante, la condition des migrants d'aujourd'hui, en compagnie de celles et ceux qui au quotidien sont à leur côté. Mais je vous propose aussi de tirer les leçons de l'histoire, cette histoire qu'il est bon de connaître, pour éviter qu'elle ne se répète inlassablement. Avant de vous présenter les participantes de cette rencontre, je vous rappelle qu'à l'issue de celle-ci, un temps d'échange est prévu pour que vous, public, puissiez vous exprimer ou poser des questions. Je vous présente sans plus attendre les participantes de ce débat. Margot Bonis, qui est membre du réseau Hospitalité Marseille, un réseau qui, depuis 2015, met en relation et en synergie les structures et les personnes qui s'organisent pour mettre en œuvre l'hospitalité dans toutes ses dimensions, et notamment l'accueil des personnes étrangères, quel que soit leur statut. En 2017, ce réseau crée l'Observatoire Asile, qui, à l'écoute des demandeurs d'asile et de ceux qui les accompagnent, mène une veille sur l'application du droit d'asile à Marseille et témoigne des dysfonctionnements des dispositifs d'accueil en interpellant les pouvoirs publics sur ces questions. Il est donc évidemment question d'engagement dans ce travail et dans cette mission de l'Observatoire Asile Marseille. Un ouvrage est à paraître très prochainement, dans quelques semaines, mettons. On y reviendra bien sûr au cours de cette discussion. Asaf Dada, chercheur au CNRS et bénévole au sein de cet observatoire Asile Marseille, est hélas empêché et ne peut être avec nous cet après-midi, mais Béatrice Missini, chercheuse au CNRS à l'ULR Tellem, et membre de l'Observatoire, la remplace avantageusement. Samia Chabani, ici, sociologue, dirige depuis 18 ans l'association Ancrage, qui valorise la question des migrations dans une démarche culturelle et d'éducation populaire, à travers des récits et leur mise en lumière. Ancrage mène ainsi de nombreuses formations en direction des primo-arrivants, mais aussi collecte les récits en les intégrant dans un vaste patrimoine des migrations sensibles et transmissibles. Nathalie Heinick, qui est sociologue au CNRS, a publié de nombreux ouvrages sur les acteurs et les pratiques de l'art contemporain, ainsi que sur les valeurs et les questions d'identité. Et elle a fait paraître cette année un récit autobiographique qui est intitulé « Une histoire de France » chez Impressions Nouvelles, un récit dans lequel elle retrace le parcours de sa famille, chassée de Russie par les pogroms ou bien
fuyant l'Alsace annexée par l'Allemagne. Autre publication à venir prochainement, Ce que n'est pas l'identité, chez Gallimard, un essai sur la question de cette identité que l'on ne saurait réduire décidément à la dimension nationale. Voilà, on va commencer, Nathalie Haynick, avec le récit de votre aïeul. Autour de 1890, en effet, Jacob Benioumov réunit sa famille et quelques valises et s'embarque à Odessa, destination Oran, pour fuir les pogroms dans la Russie des Tsars. Peu de temps après, ils repartent d'Oran à destination de Marseille, où s'établit définitivement la famille. Alors peut-être, Nathalie Haynick, quelques mots sur ces pogroms et sur la situation de ces réfugiés en arrivant ici, mais peut-être d'abord une question, pourquoi Marseille ? Marseille et pas Tunis ou Constantinople ou bien la Palestine ? Nathalie Haynick. C'est une question que je pose dans le livre et justement je n'ai pas de réponse parce que la question des migrations est pleine de trous. L'histoire des migrants, elle est totalement liée à la mémoire qui se transmet ou ne se transmet pas. Or, il s'est transmis pas mal de choses dans ma famille, via mon père, sur l'histoire de cette famille Benioumov, mais pas les raisons du choix ou du non-choix, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont choisi exactement, d'Oran d'abord, puis de Marseille. On sait simplement qu'ils ont été obligés de s'enfuir. On ne sait pas combien de temps s'est passé entre les pogroms du début des années 1880 à Kiev, où ils habitaient, et le moment où ils sont partis. On n'a pas les dates. On va peut-être rappeler ce qu'étaient ces pogroms. Ils ont été ce qu'ont été tous les pogroms dans l'histoire européenne, c'est-à-dire des opérations plus ou moins concertées, mais malheureusement parfois spontanées de la part des populations, de massacres de juifs, d'incendies des synagogues, d'incendies des quartiers juifs, toutes les formes de violence qu'on peut faire subir à des populations que l'on estime indésirables. Donc il y a eu des vagues de pogroms liées à différents moments de l'histoire dans différents pays européens, et notamment beaucoup en Ukraine, avec une vague assez forte dans les années 1880. Il y a eu à nouveau des pogroms 40 ans plus tard. L'histoire du judaïsme est ponctuée de l'histoire des pogroms. Donc je n'ai pas de réponse à la question de pourquoi Oran et pourquoi Marseille. Je n'ai que des hypothèses. Ils se retrouvent donc famille nombreuse, 8 enfants plus un adopté, plus 2 aînés d'un premier lit. Enfin, bon, c'est vraiment une famille nombreuse, probablement très pauvre, j'imagine. Et moi, j'imagine qu'ils partent sur le premier bateau disponible. Il y a même quelqu'un qu'ils adoptent sur le bateau, je crois. Oui, un petit garçon dont réchappait des pogroms, justement, dont les parents avaient été massacrés, et ils décident de l'adopter. Je suppose que 9 bouches à nourrir plutôt que 8, ça ne devait pas changer grand-chose pour eux, donc voilà. Et donc, pour des raisons que nous ignorons, ils se retrouvent à Oran, et pour des raisons que nous ignorons également, ils se retrouvent à Marseille à la toute fin du 19e siècle. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est que s'ils ont pu choisir quelque chose, c'est probablement des pays français ou de colonies françaises, puisque la loi française protégeait les Juifs et en faisait des citoyens à part entière de la France, que ce soit en métropole ou dans les pays colonisés. Donc on peut imaginer qu'il y a eu un choix, si possible, de pays français, mais c'est tout ce qu'on sait. Et je crois que cette interrogation, il ne faut pas essayer à tout prix de la combler ou de la contourner. Elle fait partie de l'histoire des migrations. On ne sait pas toujours pourquoi, quand et comment. Alors sur leurs conditions en arrivant à Marseille, je crois que vous vouliez lire quelques lignes d'un texte d'Albert Londres. Non, c'était pas forcément sur leurs conditions en arrivant, c'était sur ce que peuvent devenir des migrants. Je veux bien vous lire quelques lignes parce que c'est très beau. Attendez, j'essaye de trouver le meilleur texte.
À la gare de Damas un matin. Donc c'est un magnifique recueil de nouvelles d'Albert Londres qui ont été rééditées chez Arléa et qui, en fait, c'est des articles qu'Albert Londres avait fait à la demande d'un journal et qui ont été réédités en forme de texte. À la gare de Damas un matin, j'ai réellement entendu pleurer. C'était un chœur de pleurs. Les choristes étaient groupés et tous ensemble, avec une conscience remarquable, ils pleuraient en mesure. Le train n'allait qu'à 134 km de là, à Beyrouth. Chaque fois qu'un des leurs part pour Beyrouth, tous viennent-ils pleurer ainsi sur le quai ? On me répondit que ce devait être un émigrant. Il s'en allait avec une caisse d'oranges. Quand il aura mangé les oranges, la caisse lui servira de valise. Maintenant, il n'en a pas besoin. Avant de pouvoir acheter une seconde chemise, celle que l'on a se porte sur le dos. Va plutôt au Brésil, c'est meilleur, lui lançait la voix déchirée de son épouse. Il irait où il pourrait. Sa destinée se jouerait à Marseille. Et il raconte ensuite comment ce migrant est parti au Brésil et a fait fortune au Brésil et chaque année envoyé à sa famille au Liban de quoi faire le premier étage de la maison, puis le toit du premier étage, puis etc. etc. Et ça raconte cette histoire merveilleuse, mais dont on ne peut pas dire qu'elle est forcément représentative parce qu'elle est probablement assez rare, des migrants qui ont fait fortune. Or, c'est exactement ce qui est arrivé à mes aïeux. Retour à Marseille, début du XXe siècle, lorsqu'il arrive Jacob Benyoumov et sa famille. À ce moment-là, au tout début du XXe siècle à Marseille, de nombreuses vagues migratoires interviennent, notamment des Italiens chassés par l'Italie de la misère, et puis des Arméniens chassés par le génocide. Est-ce que entre communautés, d'après les archives familiales dont vous disposez, existait une solidarité ou bien une indifférence ou bien une rivalité? Comment se structure une communauté de migrants? Alors moi, je n'ai pas d'archives familiales. Tout ce que j'ai, c'est les récits que m'a fait mon père, mais on n'a aucune archive. Hein. Il reste quelques photos, c'est tout. Ce que j'ai retrouvé quand même, mais ça c'est par Internet, donc ça ne sont pas des archives familiales, ce sont des documents historiques qui ont été numérisés, c'est le témoignage d'une association caritative juive créé au tout début du XXe à Marseille et dont mon arrière-grand-père Bensi Benyoumov avait été un donateur important dans les années 1920. Et apparemment, il est décrit comme faisant partie des initiateurs de cette association, mais je ne sais pas si c'est lui-même ou son père Jacob. Toujours est-il qu'il y a eu de la part de certains migrants, dont mes ancêtres, un vrai travail pour aider les nouveaux arrivants. Donc, à peine étaient-ils arrivés, à peine étaient-ils installés, ils fondaient une association pour aider ceux qui arrivaient. Alors, voilà, tous n'étaient pas dans ce cas-là, mais il y a eu ces mouvements de solidarité avec les nouveaux arrivants. Il y a eu aussi, évidemment, des solidarités de quartier, puisque les migrants, et notamment les migrants russes, et ça, je l'ai appris en lisant Émile Temim, hein, qui est le grand spécialiste de tout ça, se loger en général entre la Joliette et la gare, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, les lieux d'arrivée. Et donc, j'ai retrouvé l'adresse hein, par le recensement. Donc voilà, ce ne sont pas des archives familiales, ce sont des documents administratifs qui m'ont permis de retrouver les adresses du petit appartement où ils se sont logés à une dizaine de personnes et où ils ont commencé à fabriquer des casquettes à la maison hein, qui ensuite leur permettront donc de les vendre dans la rue, puis de les vendre dans un petit placard qui était installé à l'époque, à côté des vitrines des magasins, il y avait des petits placards dans le mur hein, qui fermaient à clé le soir, un peu comme les bouquinistes à Paris et au bord de la Seine. Et donc, ils ont loué un petit placard pour pouvoir vendre leurs casquettes. Puis, ils ont réussi à louer un pas de porte pour une boutique, puis plus grosse boutique, puis une fabrique, puis et voilà. Et la génération d'après, donc celle de mon arrière-grand-père Bensi, dans les années 20-30, c'était des groupes très beaux, gros industriels dans la Absolument. casquette. Vous citez d'ailleurs cette plaisanterie dans votre ouvrage. Quelle est la différence entre un tailleur et un psychanalyste? Eh bien, la réponse, c'est une génération. Effectivement, la génération suivante, c'est celle de Bensi Benyoumov, le fils de Jacob, qui devient un industriel prospère. Sur cette notion d'intégration, d'ascenseur social, sur l'idée de mobilité sociale
Nathalie Heinig. Alors, j'ai essayé donc de transformer ce livre, qui aurait pu simplement être un livre de généalogie familiale, en un livre susceptible d'intéresser au-delà des membres de ma famille. C'était un peu le défi. Hein. Les histoires de famille sont en général très ennuyeuses quand c'est pas votre famille. Donc voilà, la question était comment rendre cette histoire de famille intéressante pour d'autres. Et pour ça, j'ai essayé d'utiliser mes ressources de sociologue, alors les ressources des historiens, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les travaux des historiens, notamment le livre passionnant de René Drey-Bensoussan sur l'histoire des Juifs à Marseille pendant la Seconde Guerre mondiale, et les travaux, bien sûr, d'Émile Temim sur l'histoire des migrations, où j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, c'est comme ça que on peut retrouver des éléments objectifs, des éléments sociologiques, notamment cette question de la mobilité sociale qui est fondamentale dans l'histoire des migrants en général, puisque qu'est-ce que cherche et espère un migrant? C'est de pouvoir à un moment donné remplacer sa mobilité géographique par une mobilité sociale. C'est-à-dire que le fait de bouger dans l'espace lui permet de monter socialement, d'autant plus qu'on a affaire à des gens qui arrivent en général très pauvres, comme l'ont été les membres de ma famille. Et eux ont réussi. Donc il ne faut surtout pas en tirer une loi statistique, hein, ça ne marche pas pour tout le monde, mais là, on a un cas magnifique, exceptionnel en fait, par l'ampleur de cette réussite, qui est documentée par des photos magnifiques de mariage. Enfin, il y a toute une documentation de la richesse acquise. Et une usine de casquettes. Et une fabrique de casquettes sur le quai de Rive-Neuve. Il y a encore les traces, hein, j'y vais chaque fois que je vais à Marseille. Et donc, c'est à la fois une très, très belle histoire, une histoire à la fois donc, de mobilité géographique transformée en mobilité sociale et d'intégration, puisque cette famille juive pratiquante, hein, quand ils sont arrivés à Marseille, ont parfaitement intégré la notion d'identité française, se sont fait naturaliser très tôt, la plupart d'entre eux, notamment mon arrière-grand-père. Et en 1941, quand ont été promulguées les lois obligeant les Juifs à se faire recenser, sont tous allés se faire recenser parce qu'ils se sentaient absolument français et pour eux, ça allait de soi de respecter les lois de la France. Absolument. L'assimilation ne permet pas d'échapper à la persécution. Cette citation de François Héran date pas plus tard que d'hier soir, puisqu'il était ici même pour un grand entretien. À l'occasion du début de cette Seconde Guerre mondiale, les Benioumov qui avaient fui les pogroms ne fuiront pas les nazis ni la police de l'État français. Et en effet, même parfaitement intégré et inséré, un migrant reste un migrant, c'est-à-dire fragile, sur cette notion d'identité indélébile, sur le fait que l'on ramène sans cesse les migrants à leurs conditions d'origine, même plusieurs années après, même plusieurs générations après. Alors, s'ils ont été persécutés, ce n'est pas en tant que migrants, c'est en tant que juifs. Hein. C'est clairement des persécutions antisémites pendant la Shoah. Donc, leur statut de migrant était une chose, mais je pense relativement loin derrière eux, qui n'étaient plus sensibles que par leur nom de famille, hein, Benioumov puis Hennig, puisque ma grand-mère, Stasia Benioumov, a épousé Lazare Hennig, qui lui venait de Roumanie. Un personnage, tous sont des personnages de romans, en fait, sont assez extraordinaires. Ce que j'ai découvert en écrivant, parce qu'on sait des choses, des anecdotes que vous en racontez, les parents, etc. Mais quand on les écrit, on se rend compte qu'on a affaire à des vrais personnages de romans. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Donc là, l'histoire de la façon dont mes arrière-grands-parents ont été raflés en pleine nuit le 23 janvier 1943 dans le cadre des grandes rafles de Juifs à Marseille, c'est pas une histoire de migrants, c'est une histoire d'antisémitisme, hein, d'État, pour le coup, puisqu'ils ont été raflés non pas par la Gestapo, mais par des gendarmes français. Bon. Et mon arrière-grand-mère s'est retrouvée dans le train pour Compiègne, où elle a décédé au bout de 3 jours de maladie, et mon arrière-grand-père s'est retrouvé à Compiègne, puis à Drancy, puis à Sobibor, dont il n'est pas revenu. Bon. Donc là, on est dans une autre dimension, on n'est plus dans la question de l'histoire des migrations. Mais sur l'intégration, je voulais juste lire encore une phrase d'Albert Londres que je trouve magnifique. Il écrit « Il y a des tranches de Polonais, des tranches d'Espagnols, des tranches de tous les autres. Cela fera bientôt un même gâteau, mais bientôt seulement. La langue commune qui deviendra la leur rassemblera un jour tous ces morceaux.
Pour l'instant, si l'on en veut goûter, il faut les manger à part. Ils ne sont pas encore de même farine. On voit bien comment, à l'instant T où arrivent les migrants, on a une sorte de mosaïque extraordinaire de langues, de cultures, etc. Et Londres les décrit magnifiquement dans le Marseille de l'époque, donc des années 20. Et puis, il faut attendre un peu, quelquefois une génération, quelquefois moins, quelquefois plus, pour donner des gens parfaitement intégrés, qui parlent parfaitement la même langue, le français, et qui se sentent eux-mêmes français. Et je trouve que ce livre est à la fois un éloge de la mobilité et un éloge de l'intégration. Dans votre livre, Une histoire de France, vous évoquez aussi une migration d'une nature différente, une migration intranationale, puisque vous évoquez l'histoire du versant maternel de votre hérédité. Ce sont des protestants alsaciens qui, malgré l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Empire allemand en 1871, veulent rester français. Alors donc ce rapport particulier entre migration, patriotisme et identité nationale. Nathalie Oui, j'ai Haynik. trouvé fascinant, et ça je l'ai compris aussi en écrivant le livre, de voir que ces deux familles, donc juives ukrainiennes et protestantes alsaciennes, l'une au départ très pauvre, puis enrichie, l'autre au départ assez bourgeoise, puis appauvrie, donc il y avait vraiment une structure en chiasme complètement contradictoire, mais que ce qui réunit ces deux histoires, c'est non seulement le fait que ce sont deux minorités religieuses, juifs et protestants, mais aussi, dans les deux cas, ce sont des familles qui ont choisi l'exil pour pouvoir devenir ou rester français. Et ça, c'est tout à fait fascinant, c'est-à-dire que les Juifs donc ont choisi de venir en France et les protestants alsaciens, une partie d'entre eux en tout cas, ont choisi de trahir leur région d'origine, à savoir l'Alsace, pour venir à Paris, pour pouvoir rester français après 1870, puisque l'Alsace était devenue allemande et que s'ils restaient en Alsace, ils devaient devenir allemands. Et en revanche, une autre partie de la famille a choisi de trahir, si on peut dire, la France pour pouvoir rester alsacien. Et donc c'est une histoire totalement tragique, puisque quoi qu'ils fassent, ils trahissent, hein, que ce soit leur région ou que ce soit leur pays. Donc c'est vraiment, pour le coup, un exil assez problématique. En tout cas, une partie de ma famille maternelle est venue donc de Bouxwiller à Paris, a fait souche à Paris, et puis pour des raisons là encore de hasard professionnel, ma grand-mère et mon grand-père maternel sont venus à Marseille dans les années 30, et c'est ce hasard qui a donné cet autre hasard qui est la rencontre sur la plage du Prado d'un jeune homme et d'une jeune femme après la guerre qui se rencontrent et qui vont se marier, qui vont être mes parents. Shabadabada, shabadabada. Peut-être, je rappelle tout d'abord que vous êtes l'auteur, Nathalie Haynik, d'un ouvrage à paraître très prochainement. Paru il y a 2 jours. Qui est paru il y a 2 jours, qui s'intitule Ce que n'est pas l'identité, une sorte de portrait en creux de l'identité, et c'est édité chez Gallimard. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et peut-être juste, j'en dis un tout petit mot par rapport à ce que je viens de dire. Ça me paraît intéressant quand même que une des leçons que j'ai tirées de l'écriture d'une histoire de France, c'est que la notion d'identité nationale, d'abord, n'est qu'une dimension de l'identité. L'identité, c'est bien autre chose que la seule identité nationale, mais l'identité nationale fait partie de la notion d'identité, et que l'identité nationale, elle est faite non pas de quelque chose qui serait déjà là, que l'on pourrait décrire, objectiver, etc., mais elle est faite de la construction d'une pluralité de mosaïques, de façons de se référer à une entité qui est un pays, et que l'histoire de mes deux familles montre parfaitement comment un pays comme la France est fait de cette pluralité de situations particulières, de situations familiales qui viennent de tas d'endroits différents dans le monde, et que ça n'est pas l'origine des gens qui fait leur identité, c'est le choix ou quelquefois le hasard, mais en tout cas l'intégration qui va construire cet ensemble à géométrie variable qu'on appelle un pays. Voilà. Et ça, j'ai trouvé pour moi extrêmement émouvant de le comprendre non seulement d'un point de vue théorique, comme je l'ai fait dans Ce que n'est pas l'identité, mais aussi d'un point de vue personnel et émotionnel avec une histoire de France. Samia, Béatrice, Margot, un retour peut-être sur cette première partie, ce témoignage que vient de nous livrer Nathalie Haynik à l'instant, et peut-être plus particulièrement sur je vous propose, cette idée que finalement, deuxième, troisième génération,
le déni de droit à l'égard des migrants, ça n'est pas uniquement pour les primo-arrivants, mais c'est aussi quelque chose qui perdure, ou bien autre chose que vous auriez souhaité avoir comme réaction. Béatrice. Sur les questions de déni de droit, on est toujours, ça reste le cœur du problème, on va dire. Mais je suis surprise de voir qu'à l'époque, quand même, mobilité spatiale facile égale potentiellement mobilité sociale. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand décrochage par rapport à ça, et que la mobilité spatiale aujourd'hui, mais on va en parler tout à l'heure avec l'Observatoire, c'est aussi du déclassement social. Voilà. Tout à fait, et je pense que c'est important d'avoir en tête l'histoire, mais il ne faut surtout pas vouloir caler la situation actuelle sur ce que nous savons de l'histoire, parce qu'il y a des ressemblances, mais il y a aussi d'énormes différences. Et la grande différence avec la migration d'il y a un siècle, c'est que je pense qu'il y a quantitativement des vagues migratoires qui sont beaucoup plus importantes liées aux situations des pays d'origine, qu'il y a aussi potentiellement, voire déjà maintenant, des potentiels de migration climatique tragique. Il y a des migrations d'origine politique beaucoup plus dures et enfin, les pogroms, c'était très dur, mais beaucoup plus large que ça n'était le cas à l'époque. Et puis qu'il y a aussi un véritable marché de la migration dans les pays d'origine via les passeurs qui, à mon avis, n'existait pas ou beaucoup moins à l'époque. Donc on a aujourd'hui des conditions d'une très grande dureté. Alors à l'époque, c'était pas drôle, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est encore bien pire, mais vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. On avance dans ce regard chronologique sur Marseille et les migrations, en abordant le Marseille d'après-guerre. Samia Chabani, après-guerre, des générations, notamment en provenance du Maghreb, étaient appelées à construire et à reconstruire la France moderne, la Marseille nouvelle du béton triomphant. Leur héritage, notre héritage, ce sont des récits, des formes artistiques, des formes sensibles, dont vous affirmez, je crois, la nature patrimoniale. Alors sur la migration comme objet patrimonial, Samia Chabani. Bonjour à tous, merci. Merci Nathalie pour ce témoignage qui résonne beaucoup dans ma propre histoire, évidemment, même s'il reste encore des migrations qui sont glorieuses, probablement celle de votre famille en fait partie, et des migrations qui apparaissent moins glorieuses, qui sont plus que des trous, mais plutôt une sorte d'angle mort, finalement, dans ce qu'on pourrait qualifier être le patrimoine national ou le grand récit national. Et précisément, le travail d'ancrage, c'est de mettre en lumière ces récits, ces parcours migratoires, alors pas qu'à travers des publications, sous différentes formes, avec la conviction qu'effectivement, si la mobilité sociale des migrations contemporaines est plus complexe, c'est très important pour un tas de raisons, et notamment pour les personnes qui sont directement concernées, de développer finalement un contre-discours sur ce qu'on perçoit de Marseille et des migrations aujourd'hui. Il y a encore beaucoup à faire. Et il y a beaucoup à faire pour ceux qui sont directement concernés, c'est-à-dire une génération de migrants. Je vais parler aujourd'hui des migrants post-coloniaux, mais finalement, à Ancrage, on travaille aussi bien sur les Arméniens, les Russes que les Italiens ou les Algériens. Un énorme travail à faire pour montrer aussi ces parcours dans leur diversité et sortir d'une condition assez... alors, montrer le caractère universel de la condition du migrant, de l'exilé, et sortir finalement des catégories de pensée qui sont les nôtres aujourd'hui, les catégories administratives, les primo-arrivants, qui sont en sociologie pas tout à fait la même définition que celle qu'on défend aujourd'hui dans l'accueil et l'accompagnement des primo-arrivants. Sortir de ces catégories administratives et politiques parce que précisément la condition de primo-arrivant aujourd'hui, c'est pas juste avoir obtenu un titre de séjour depuis moins de 5 ans, voilà, et être extra-européen. Donc voilà vraiment tout le travail qui doit être fait autour de ce patrimoine des migrations que nous sommes en train d'inventer. C'est quoi le patrimoine des migrations? C'est probablement une partie du parcours de votre famille, mais c'est aussi celle de la mienne. Et c'est vrai qu'en répondant à l'invitation à cette table ronde, j'ai commencé à parler de ma famille aussi. Parce que précisément, ce sont des choses qui résonnent au-delà des notions, enfin en tout cas au-delà de la situation actuelle des migrants, qui résonnent aussi dans nos parcours personnels
Et d'une certaine manière, on est dans un travail de renarcissisation des parcours de nos parents, de nos parcours à nous. C'est une dimension forte du patrimoine. Le patrimoine peut faire ça, beaucoup moins tout ce travail indispensable, au préalable probablement, qui est celui de l'accompagnement juridique, qui est celui de la prise en charge dans l'hébergement, de l'accompagnement social des migrants, qui est bien sûr pour moi et qui reste un préalable. Seulement, souvent, on a pensé ces deux actions de façon presque antinomique, qui aurait d'une certaine manière le traitement social de l'immigration, dont on hérite aussi beaucoup, et un traitement culturel et patrimonial dont on ne serait pas encore finalement assez mûr, suffisamment capable de confronter au débat national. Alors nous, on le met sur la table avec une vraie volonté de dire à la fois l'ancienneté du phénomène migratoire et donc les difficultés d'intégration qu'ont connues, y compris des populations accueillies en France, vous en êtes la preuve, mais aussi voilà, de ne pas finalement exclure la question patrimoniale parce qu'elle invoque et elle évoque les parcours migratoires, les parcours identitaires de chaque génération de migrants. De ces récits qui constituent le fond de ce patrimoine, vous dites qu'il s'agit de récits invisibilisés. Alors peut-être expliquer ce que vous entendez par récit invisibilisé. Oui. Alors c'est pas seulement moi qui le dis, il y a eu plein de recherches. Je pense évidemment à Abdelmalek Sayad, le sociologue qui est revenu sur cette temporalité des migrations, qui est revenu sur les conditions finalement de migration des premières générations, qui étaient d'abord des migrations de Noria, qui étaient des migrations qui étaient beaucoup dans l'aller-retour, et finalement prendre conscience de l'enracinement, prendre conscience de l'intégration, de l'acculturation, qui est celle de la condition de migrant, ça peut mettre plusieurs générations, ça met probablement plusieurs générations à se construire. Donc, oui, excuse-moi, ta question, c'était ? Des récits invisibilisés. Invisibilisés, oui. Ce que c'est que cette invisibilité du récit ? Oui, parce que, bien sûr, il y a encore de nombreuses recherches historiques à faire, mais on a énormément de sources, d'archives publiques, on a aussi les archives privées, mais on a déjà énormément de sources et de témoignages pour faire cette histoire ensemble. Et il faut pouvoir la faire ensemble pour que chacun trouve sa place dans la société. Alors, ça a l'air d'être une évidence, et pourtant... voilà, moi j'aimerais qu'à Marseille, on mette plus en lumière l'histoire des conditions de vie des exilés. Alors le camp Odo, mais pas seulement aussi, le centre de rétention d'Arinque, des lieux qui ont été des lieux d'enfermement, qui ont été des lieux de tri, qui ont été des lieux, alors au 19e siècle on les qualifiait pour les indésirables, aujourd'hui pour d'autres types de populations. Et entre deux, que s'est-il passé ? Je crois que l'articulation entre finalement cette histoire des migrations et la situation que nous vivons aujourd'hui de non-accueil, d'inhospitalité à l'égard des migrants, elles ne sont pas déconnectées. Est-ce que cette dimension d'effacement, elle vous paraît spécifique à Marseille ou particulièrement aiguë à Marseille, ou est-ce qu'elle est plus générale, pardon ? Non, je ne pense pas qu'elle soit particulière à Marseille, même si c'est vrai qu'à Marseille, on aime bien toujours se distinguer. C'est une ville effaceuse. Mais des Little Italy, des Little Kabylie, il y en a partout en France. Il y en a en Lorraine, il y en a en Rhône-Alpes, et il y en a bien sûr en Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud, si vous préférez. Donc il y a, je pense, quelque chose de très universel dans la condition des migrants, qui ont partagé la condition des migrants qui les ont précédés, dans les bidonvilles, qui l'ont partagé dans les camps. Je vous rappelle qu'à Marseille, quand même, le camp du Grand Aréna a accueilli... des Indochinois démobilisés en 1944, des Juifs qui fuyaient effectivement ou qui quittaient les camps, et puis des travailleurs algériens. C'est-à-dire qu'on voit bien que les lieux sont des lieux à mémoire multiple, qu'ils portent plusieurs histoires. Donc patrimoine, histoire, identité, etc. Pour nous, ce qui nous semble important, c'est de toute façon de les conjuguer au pluriel. Et Marseille est un lieu absolument exceptionnel pour parler de toute cette histoire jusqu'à l'histoire postcoloniale. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, la situation de descendants de migrants qui ne se sentent pas finalement représentés dans la narration ni nationale ni urbaine, parce qu'à Marseille, finalement, on a de très très belles institutions patrimoniales, on en est très heureux, mais ces contenus dont on parle très concrètement, on les valorise assez peu.
Alors justement, c'est peut-être le moment d'évoquer ce que vous appelez les droits culturels, et vous en citez quelques-uns, institutionnalisés ô combien. Vous évoquez la déclaration de Fribourg, vous invoquez bien sûr la convention de Faro. Il ne s'agit pas du palais du Faro, mais de la ville de Faro, en Portugal. La déclaration de l'UNESCO aussi sur la diversité culturelle. Peut-être quelques mots sur ces déclarations et sur leur impact. Oui, on s'appuie en fait sur des textes qui sont à la fois des conventions internationales, mais aussi des textes européens, pour donner à voir la façon dont chaque citoyen finalement peut participer à la désignation du patrimoine. C'est extrêmement important pour notamment les minorités linguistiques, religieuses, mais aussi par exemple les langues régionales. Si la France est construite sur une définition de la nation qui est assez centralisée, qui effectivement défend une identité républicaine assez forte. Pour autant, il nous semble très important que ce patrimoine ne soit pas finalement le précaré de professionnels. Quels seraient-ils? Les conservateurs de musées, d'archives, les historiens, des experts finalement du fait historique, mais aussi des populations qui sont porteuses de cette histoire. Ça nous semble très important parce qu'il ne s'agit pas là de construire des mémoriaux, il s'agit de donner à voir des histoires qui sont aussi des histoires traumatiques, aussi les histoires diasporiques, les histoires de migration sont des histoires souvent traumatiques. S'il n'y a pas des angles morts par hasard, parce que ça vient écorcher finalement cette identité nationale que nous portons aussi. Donc, avoir des espaces de débat, des espaces de scénographie, des espaces d'expression finalement autour de ces questions, c'est fondamental. Alors, on a la chance d'avoir un musée national d'histoire de l'immigration à Paris, mais ça ne suffit pas. Et à Marseille, on a besoin d'un espace dialectique, un espace réflexif sur ces questions, sans tabou, parce qu'on est aussi évidemment au cœur de la capitale coloniale de la France. À Marseille, il y a eu très peu finalement de participation à la traite négrière comme à Nantes ou à Bordeaux, mais la question migratoire et la question post-coloniale est une question fondamentale qu'on n'a pas encore affrontée de façon franche. Et je le regrette parce qu'on a finalement des traces dans la ville, les grilles du parc Chanot, l'escalier de la gare Saint-Charles, tous ces monuments qui témoignent de la tenue des expositions coloniales de 1906 et de 1922, mais l'articulation avec aussi dans la ville de l'appel à la main-d'œuvre étrangère au XXe siècle et dans l'entre-deux-guerres notamment, qui constitue un urbanisme d'une certaine manière tout à fait spécifique à Marseille pour le coup, que Monique Hervaux, l'historienne, avait relevé de façon assez précise dans l'ancrage des camps de transit, des cités de transit et des bidonvilles. Et donc on a toute une série de sources qui permettent encore de valoriser cette histoire dans la narration urbaine. Concrètement, l'activité de l'association Ancrage que vous dirigez, c'est aussi de mener une démarche active, quotidienne, d'éducation populaire, de mener un accueil. Alors concrètement, ça se passe comment? Quel type de processus d'éducation populaire, quel type d'accueil mettez-vous en œuvre au travers des activités de cette association? Alors d'abord, un travail en direction des jeunes et des enfants, parce que la transmission de cette histoire reste quand même encore un peu complexe, notamment dans le cadre académique, même si tous les enseignants avec qui je travaille me disent « mais on parle de l'histoire de l'immigration ». Bien sûr, elle est enseignée aujourd'hui, l'histoire de l'immigration. Mais on voit bien qu'il y a encore des choses qui sont difficiles à aborder dans le cadre scolaire. Et donc, ça nous semble très important, en fait, de ne plus rencontrer d'enfants qui nous disent « moi, je ne suis pas français », alors qu'ils en sont à la 3e ou 4e génération née en France. Il y a quelque chose qui s'est rompu dans le lien à la nation, et c'est extrêmement préoccupant, parce que là, je vous parle vraiment de la 5e génération, 4e, 5e génération. C'est préoccupant, parce que ce sentiment d'illégitimité qu'avait vraiment très bien décrit Abdelmalek Sayad, il est incarné par cette génération, et moi, ça me préoccupe. Le travail que je fais à Ancrage, je le fais aussi pour nos enfants, parce que c'est très important de trouver sa place dans la société. On ne peut pas le faire si on se sent illégitime dans son histoire familiale et personnelle. Alors, il faut peut-être un peu de temps, il y a une question de temporalité,
mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Je pense que ça constitue un vrai point de rupture important. On souhaite aussi, dans les formations linguistiques qu'on porte en direction des primo-arrivants, les accueillir en considérant l'hospitalité comme une valeur républicaine. C'est-à-dire, une personne qui fuit un génocide, qui aujourd'hui est accueillie en CADA ou en CHRS à Marseille, elle n'a aucune idée, enfin pour un certain nombre d'entre elles. Le CADA, CHRS. Le centre d'accueil de demandeurs d'asile. Donc les personnes qui viennent demander l'asile à Marseille, ils ont évidemment droit, pour certains, à des formations linguistiques, pas tous, on y reviendra avec les amis du réseau hospitalité. Mais pour ceux qui ont le droit, ils ont la langue. Et la langue aujourd'hui, la promotion de la langue française, elle est promue dans une optique d'insertion professionnelle, ce qui est tout à fait légitime. Mais ça ne nous semble pas possible de finalement trouver sa place en France si on ne comprend pas que ce pays a une histoire aussi, qui a été traumatique et qui relève, qui est assez proche finalement des parcours que vivent, qui ont vécu ces demandeurs d'asile. Qu'est-ce que c'est qu'être persécuté dans son pays ? Donc pour nous, il y a tout un travail de médiation culturelle à faire en parallèle de cette formation linguistique qui nous semble très importante, et aussi parce qu'en tant que réfugiés, souvent, ils ont cet accueil un peu injonctif d'apprendre le français pour être opérationnel dans le marché du travail, etc. Et ça ne nous semble pas suffisant, parce que la fonction d'hospitalité, elle doit prendre tout son sens aussi dans l'action culturelle que nous menons. Par exemple, la visite du camp d'Émile, ça nous semble être quelque chose de très important. Mais les balades patrimoniales que nous proposons aussi, où on leur montre que l'histoire de Marseille a été ponctuée, bien sûr, de phases d'accueil comme de phases de rejet de différentes populations. Et que donc, voilà, ils s'inscrivent dans cet héritage et dans cette tradition qui est celle de l'accueil dans la société française. Effectivement, dans ce patrimoine, il y a un aspect positif et un autre aspect qui l'est beaucoup moins. Il y a aussi, il faut bien le dire, un patrimoine de la répression. Vous évoquiez tout à l'heure la prison d'Arinque, cette prison clandestine créée à la fin des années 60 de manière totalement hors droit pour y accueillir, si on peut dire, ceux qui étaient les indésirables sur le sol français, placés juste à côté des bateaux qui étaient destinés à les réexpédier là d'où ils venaient, après avoir mijoté quelques jours dans ce qui était autrefois un hangar à patates, et dans des conditions évidemment d'accueil et de salubrité effroyables. Et ça a duré jusque 1981. Donc c'est 20 ans d'existence d'une prison clandestine en France, heureusement découverte par un journaliste, Alex Panzani, journaliste à la Marseillaise, mais on a failli passer à côté de l'existence de ce patrimoine-là, et aujourd'hui il n'en reste pas un boulon. On a bien sûr veillé à l'effacer totalement. Sur cet effacement des patrimoines, sur la fragilité finalement de ce patrimoine des migrations, souvent constitué de récits oraux aussi, et donc c'est un récit qui est parfois fragile. Oui, l'effacement à Marseille, c'est peut-être ce qui est le plus redoutable en réalité, parce qu'on n'a pas toujours conscience de la valeur patrimoniale à la fois des espaces, des bâtis, et par exemple, pour beaucoup de personnes, les quartiers nord sont des quartiers sans patrimoine. Alors, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas proposés à la visite par l'Office du tourisme que ce sont des quartiers sans patrimoine, évidemment. Bien au contraire, ils sont des espaces fondamentaux pour redécouvrir précisément l'implantation des bidonvilles, des centres de rétention, des centres de tri de la population migratoire, puisqu'ils étaient principalement des bassins d'emploi industriels qui avaient beaucoup recours à la main-d'œuvre étrangère, toute main-d'œuvre confondue. Là, précisément, on fait le lien entre 19e et 20e siècle avec le recours à la main-d'œuvre italienne, algérienne, etc. Donc, ce sont des espaces importants à parcourir. On trouve des traces quand même de cette histoire dans les quartiers nord. Faut-il encore réussir à patrimonialiser ces bâtis comme on l'a fait par exemple récemment à la gare de l'Estac, en faisant inscrire au monument historique la gare de l'Estac. Vous voyez, même un patrimoine qui a l'air comme ça évident, manifeste, et qui en plus est un patrimoine vivant, puisque c'est un lieu qui est encore utilisé évidemment, n'était pas inscrit au monument historique. Donc il y a tout un travail finalement qui implique une mobilisation des citoyens, exactement comme on le fait dans l'éducation à l'environnement, et qui est constitutif de l'éducation au patrimoine.
Sur l'effacement, ce que je voudrais dire, le patrimoine le plus vulnérable du point de vue de l'effacement, c'est souvent celui des lieux d'hébergement. Tu évoquais le centre de rétention d'Arinques. Alors juste une précision, Alex Panzani a écrit un ouvrage, mais il y a eu beaucoup d'associations, de militants associatifs qui ont dénoncé l'existence de cette prison illégale, puisqu'effectivement, la rétention administrative a été légalisée en 1981 avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Mais ce sont les militants associatifs, et je crois que le lien qu'on peut retrouver entre des associations de type, d'ailleurs caritatives, protestantes, évidemment je pense à la CIMAD, mais pas seulement, mais des associations qui avaient dans leur ADN cette protection des réfugiés, cette mobilisation en direction des étrangers, elle s'est poursuivie bien sûr dans l'immigration post-coloniale. Et donc ils ont joué un rôle très important. On ne peut pas terminer cette table ronde sans évoquer par exemple l'œuvre des prêtres ouvriers dans les quartiers nord qui ont joué un rôle très, très important, ou d'autres associations qui ont été des associations emblématiques dans l'accompagnement social des migrants. Margot Bonis, Béatrice Messini, Natalia Unique, peut-être un rebond à ce que vient d'exposer à l'instant Samia Chabani. Sans doute Béatrice Messini. En fait, j'ai une petite question. Je voulais savoir si cette approche par la patrimonialisation, est-ce que c'est une approche qui est fixe et qui tire vers le passé, ou est-ce que c'est une approche qui projette vers le futur et vers l'avenir ? Les deux, mon capitaine. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'écueil du tout patrimonial. C'est vrai que des fois, on ouvre des grands yeux quand on commence à dire on patrimonialise, par exemple, la rétention administrative. C'est juste une façon, finalement, de rendre à l'histoire et aussi valoriser tes témoignages, parce que y compris les gens qui sont passés par ces lieux et qui ont subi des conditions d'existence qui n'étaient pas faciles, on pourrait commencer par la génération de mes parents, ont très peu transmis sur leurs conditions de vie, sur leurs conditions d'enfermement. Parce que précisément, ils s'inscrivent dans cette tradition française de la dynamique d'intégration. On ne va pas raconter à nos enfants ce qui étaient nos conditions de vie quand on est arrivé. Il faut les aider à se projeter vers l'avenir. Alors, c'est dans la génération suivante, souvent, les suivantes même, qu'on commence à se réapproprier cette histoire pour en faire peut-être une critique et peut-être pour en faire aussi une forme de patrimoine. Continuons ce parcours dans l'histoire de Marseille et des migrations avec la période plus contemporaine. Margot Bonis, Béatrice Messini, vous êtes, je le rappelle, bénévole à l'Observatoire Asile Marseille, créé par le réseau Hospitalité Marseille, lui-même issu du réseau Sanctuaire, créé en France en 2006. La création de cet observatoire part d'un constat qui est le suivant, je cite, « Depuis la réforme CESEDA en 2015, la modification des référentiels de la plateforme d'asile et l'instauration de marchés publics ont généré une réorganisation du premier accueil, conduisant à l'enlisement des demandes, à l'éclatement des missions et des savoirs mobilisés, à la désorganisation des services, à la sous-estimation des besoins et à l'engorgement des structures. Ce constat sans appel figure sur le site de l'Observatoire. Le site de l'Observatoire, c'est Observatoire Asile Marseille, toutattaché.org. Je vous propose de commenter évidemment cette observation et notamment d'expliquer ce qu'est la réforme CESEDA 2015. Margot Bonis ? Oui, bonjour. Avant de répondre à cette question, je voulais juste revenir avec Béatrice quand on préparait notre participation à cette table ronde. On regardait le titre de la table ronde. Où seront-ils demain ? Et quand je vous écoute, ça prend sens, votre présence ici. Et avec Béatrice, on se demandait, mais où seront-ils demain, les personnes qu'on croise tous les jours ? Et on faisait ce constat amer et pourtant réel. Dans la rue, dans les squats, et peut-être pour une grande partie au fond de la Méditerranée. Donc c'est important pour moi de le dire parce que je pense que l'Observatoire Asile, comme vous l'expliquez,
L'objectif, c'est vraiment de rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui à Marseille. C'est une démarche politique qui réunit différents acteurs et qui ont pour objectif de témoigner de ce qui se passe, de rendre visible ce qui ne l'est pas ou ce qui est volontairement invisibilisé. Excusez-moi, je m'essouffle. et de donner aussi la parole aux personnes qu'on rencontre, les personnes en demande d'asile, les mineurs isolés. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de la réforme de 2015, qui était donc une nouvelle réforme qui suit un processus long de réforme du droit d'asile dans le cadre de différentes lois immigration-asile. L'objectif de cette réforme de 2015, en ce qui concerne l'asile, a été vraiment de rentrer dans je dirais pas la phase finale, parce qu'on a encore malheureusement beaucoup à voir, mais en tout cas le début d'une forte rationalisation, même si elle était bien enclenchée depuis de nombreuses années, de la manière dont on doit ici conceptualiser et recevoir les étrangers, déshumaniser vraiment un accueil. Alors tout à l'heure vous avez utilisé le mot d'accueil pour le centre d'Arinque, je trouve intéressant. Tous les guillemets qui s'imposent. Mais aujourd'hui, l'accueil, pour moi, n'a plus vraiment de sens. Que veut dire accueillir? En tout cas, aujourd'hui, j'y trouve vraiment plus de définition. Et dans ces lois sur l'asile, une nouvelle loi a été votée, promulguée le 11 septembre 2018, dans la droite lignée de celle de 2015. Et vraiment, il s'agit de rationaliser au détriment d'un dispositif d'accueil qui peut répondre à des besoins concrets. Vous le voyez en marchant au bord du canal Saint-Martin à Paris, en traversant la gare Saint-Charles. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si ces personnes n'existaient pas. Vous évoquez l'idée d'une organisation du dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a véritablement dans ces réformes quelque chose qui a l'air conçu dès le départ pour être dysfonctionnel. En fait, ces réflexions, c'est des constats qui émergent aussi d'analyse des situations. D'un côté, on a, depuis 2015, cette sensation et ce discours politique d'incapacité à pouvoir répondre aux besoins des personnes, cette surenchère avec comme si la France et l'Europe étaient noyées sous une arrivée de migrants et en particulier et de demandeurs d'asile et de mineurs isolés. Et d'un autre côté, on se rend compte que les chiffres ne sont pas du tout à la hauteur du discours médiatique. François Héran le rappelait hier en rappelant ce qu'étaient les chiffres de la démographie, et ils sont effectivement très loin de cette invasion, de ce processus de remplacement qui est évoqué par la droite et l'extrême droite. La France est un des plus mauvais élèves au niveau européen et l'Europe est un très mauvais élève en termes d'accueil de migrants. Donc je pense qu'on est vraiment dans une période où il y a une utilisation médiatico-politique du phénomène migratoire, même si c'est une utilisation qui est très ancienne, mais qui aujourd'hui est vraiment assumée et qui en fait participe dans ces réformes-là. La désorganisation du système d'accueil, pour moi, est très symbolique de ce qui se passe actuellement et de ce paradoxe entre sentiment d'invasion et inaction totale. Et je voudrais vous lire un petit extrait à ce propos de ce livre qui est intéressant, qui s'appelle « Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants ». Donc tu trouves ta page, je voulais juste peut-être faire un petit rappel aussi et dire que le devoir de protection des personnes menacées repose sur 4 principes qu'il faut quand même rappeler: une protection élargie, un examen impartial de la demande d'asile, un droit au maintien sur le territoire, ainsi qu'à des conditions d'accueil dignes pendant toute la durée de l'examen. Et c'est particulièrement sur la première et la 4e disposition que l'Observatoire de l'asile s'inscrit. Est-ce que ça, c'est le droit tel qu'il est inscrit dans la loi ou tel qu'il devrait l'être? C'est ce qui est inscrit dans la loi. En fait, l'approche de l'Observatoire Asile, on s'est centré sur les demandeurs d'asile, les personnes en demande d'asile et sur les mineurs isolés étrangers. Pourquoi? Pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est aussi qu'à l'instar de beaucoup de personnes migrantes qui se retrouvent
en fin de procédure sont sans droit, pour le coup, ces catégories-là ont des droits. Et des droits qui ne sont pas des droits imaginaires, des droits fictifs, ont des droits qui sont inscrits à différents niveaux, dans des textes internationaux, dans des textes européens et dans des textes nationaux, et qui ne sont pas respectés. Et donc, dans le cadre de l'Observatoire, l'idée est aussi de montrer aussi ce delta quotidien qu'il y a entre les droits des personnes et la réalité. Vous parliez tout à l'heure, Samia, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Il y a au niveau national un tiers des personnes en demande d'asile qui accèdent à un hébergement. À Marseille, pour vous donner une petite idée, 5245 personnes ont été enregistrées en 2007 au niveau de la plateforme Asile. On est dans une ville où il y a 866 644 habitants. Donc ça représente 0,60% de la ville de Marseille. Ce n'est pas impossible d'héberger 0,60% de la population. Donc pour revenir sur ces dispositifs, donc sur cette loi de 2015 et sur ce que vous expliquez tout à l'heure, vous me questionnez sur une désorganisation organisée ou institutionnelle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je la vois aussi. Donc dans ce petit extrait, depuis plusieurs décennies, les dispositifs successifs d'accueil des travailleurs immigrés et des exilés soulèvent la question de la coordination entre politique d'hébergement et politique migratoire. L'ouverture de centaines de nouveaux centres représente certes une amélioration de l'accueil, mais elle souligne dans le même temps que dans un contexte de durcissement des politiques migratoires, l'hébergement devient un enjeu clé du contrôle de la mobilité. Celui-ci passe par la rationalisation de l'hébergement des demandeurs d'asile, piloté par une agence nationale, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et une répartition nationale directive assignant les demandeurs d'asile à une seule proposition d'hébergement, dont le refus entraîne la perte des conditions d'accueil. Donc en fait, on est vraiment dans cette logique-là d'assignation des personnes, ce qui se poursuit là notamment en 2018 avec la réforme en septembre, puisque depuis le 12 septembre, les personnes qui sont donc enregistrées au niveau des plateformes accueil sont réparties au niveau du territoire national, sans solution d'hébergement, sans accompagnement social, mais avec une obligation et une assignation à aller se présenter en Creuse, se présenter en Bretagne. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de réponse aux besoins des personnes, mais il y a un contrôle de ces personnes qui s'installent. Et c'est vraiment la logique des réformes actuelles. Ce constat sans appel, c'est celui de la précarisation de la condition des demandeurs d'asile. Je crois que vous préférez de loin le terme de demandeur d'asile à celui de migrants. Une précarisation des conditions de résidence, d'abord. Je vais vous lire un petit extrait d'un entretien avec, on l'appellera A, réalisé par Margot Bonis et Assaf Dada. Voici ce que dit A. Mais ici, je suis dans la rue. Ils s'en fichent. Ça fait 9 mois que je suis là, que j'ai personne, et ils s'en fichent. Ils m'ont juste remis dehors. Ils m'ont dit « Tu es jeune, toi. Tu peux t'en sortir. » C'est les familles qui ont les hébergements. Alors je voudrais quelques mots sur cette situation peut-être particulière des jeunes mineurs isolés. Margot Bonis. Alors c'est pas du tout particulier malheureusement. C'est une situation très très récurrente et quotidienne et très généralisée qui concerne les mineurs isolés, qui concerne les majeurs isolés et qui concerne les familles avec enfants mineurs. En ce qui concerne au niveau, au niveau national, alors on peut pas mettre sur le dispositif qui concerne les mineurs isolés n'est pas le même que le dispositif qui concerne les personnes en demande d'asile. Les personnes en demande d'asile dépendent du ministère de l'Intérieur et dépendent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les mineurs isolés sont censément sous la protection du conseil départemental qui est en charge de la protection de l'enfance, puisqu'avant d'être étrangers, ce sont des enfants. C'est très très défaillant. Vous pouvez voir devant la porte du Mucem, mais ils sont là, ils attendent d'être hébergés. Des collègues là sont dans la salle, pourront en témoigner tout à l'heure. Pour les demandeurs d'asile, l'accès à un dispositif d'hébergement est inscrit dans la loi et une obligation, comme disait Samia tout à l'heure. Le dispositif n'est pas du tout calibré pour accueillir tous
tout le monde, même si ce tout le monde finalement représente peu de monde. Les personnes sont censément orientées vers un dispositif d'hébergement dédié, donc le centre d'accueil pour demandeurs d'asile en est un, où ont accès à un hébergement d'urgence via le 115 typiquement. Voilà. Sauf que les dispositifs de droit commun sont saturés, que depuis décembre 2017, il y a eu aussi des circulaires pour mettre en place des dispositifs de tri au sein des hébergements d'urgence, et que la plupart des personnes n'ont pas accès à ces hébergements-là, et notamment les familles qui, à Marseille, ont accès à un hébergement en urgence si elles ont des enfants de moins de 3 ans et si les femmes sont enceintes de 8 mois. Voilà. Et si on a un enfant de 4 ans, eh ben, on se débrouille. Cette situation que vous décrivez à Marseille, est-ce qu'elle est corroborée au niveau national, au niveau européen? Est-ce qu'elle est spécifique aux carences de cette ville ou est-ce qu'elle est générale? Elle est relativement générale, puisqu'il y a eu un état des lieux qui a été fait au niveau national en 2018, qui quand même constate à peu près les mêmes dérives, si ce n'est qu'à Marseille, potentiellement, les choses sont exacerbées. Ce qui est intéressant au sein de l'Observatoire, c'est qu'il y a une... Pourquoi le serait-elle? Parce que... pourquoi? Parce que les dispositifs peuvent absolument pas faire tout simplement face à la demande et qu'on a beaucoup de situations de mineurs en squat, Margot l'a dit, des gens dans la gare. Plus grave, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que l'État se repose sur tout le secteur associatif. Nous, ça a été un très grand intérêt pour nous, l'Observatoire, puisqu'il y a une vingtaine d'associations qui sont à l'intérieur, soit de type généraliste sur la défense de droits, soit de type plus spécialisé, sur des questions de langue, d'accès aux soins, etc. Et là, le compte-rendu que nous font tous ces praticiens, tous ces accompagnants au jour le jour de l'asile est terrifiant. Ça a été aussi une grande découverte, parce que certes, il y a eu les 40 témoignages avec les demandeurs d'asile eux-mêmes qui ont été entièrement à la fois retranscrits, décortiqués, analysés, qui feront l'objet de l'ouvrage, puisque l'objectif, c'était vraiment, pour le coup, de rendre la parole, de donner à voir et de rester au plus près des récits. C'est ça qui sera intéressant, je pense. Mais du côté des 19 entretiens qui ont été faits avec les accompagnants, le constat est vraiment très sombre, puisque tout le monde a lu quelques lignes. Moi, je lis aussi quelques lignes. Du côté de la PADA, eh bien, on nous explique en quoi l'inhospitalité qui règne à l'extérieur du dispositif se double d'une hostilité ouverte juste au pourtour aussi du lieu d'asile. La plateforme, ce n'est pas un lieu accueillant. On n'y accueille pas les gens. Il n'y a pas d'accueil. Pas de coin pour les enfants, c'est un milieu hostile. Les voisins sont excédés, il y a des gens du quartier qui ont mis le feu aux affaires des demandeurs d'asile et aux matelas sur lesquels ils dormaient devant la plateforme. Alors d'autres constatent l'errance institutionnelle. On constate une véritable errance institutionnelle d'une frange importante de ces demandeurs qui, faute d'un accompagnement, vont frapper à toutes les portes dans l'espoir d'obtenir une aide. Alors, c'est toute cette question-là qui est décrite très longuement, ces questions d'attente, de désœuvrement, de délaissement, d'abandon, d'atteinte à la personne, d'atteinte physique, d'atteinte psychologique, de redoublement de tous les traumas subis pendant les voyages. Bref, on a une situation qui est absolument catastrophique dans la ville. Mais j'ai envie de dire côté demandeur et côté de tous les accompagnants, parce que le fait que l'État se reporte énormément sur tout ce bénévolat, y compris des gens comme vous et moi, qui traversent la rue ou qui traversent la gare de Marseille le soir et qui récupèrent une femme enceinte de 8 mois et va lui payer des chambres d'hôtel. Donc on a aussi toute cette solidarité bénévole qui se déploie pour faire face à quoi? Aux carences de l'État. Alors, juste 2 mots peut-être pour terminer là-dessus, mais pour dire finalement, on a aussi, côté retour des jeunes et des moins jeunes, une désillusion terrible sur qu'est-ce qu'aujourd'hui la France, patrie des droits de l'homme, offre en termes d'accueil et d'hospitalité, qui est absolument terrifiant pour les juristes ou pour les gens qui croient encore que le droit peut être un rempart et une protection, et offrir en tout cas une protection. Et finalement, il nous faut conclure quand même de savoir si ce n'est pas l'État qui se rend coupable aujourd'hui de non-assistance à personne en danger, sachant qu'on a du péril qui concerne directement l'intégrité physique des gens. Voilà. Alors,
Avant de laisser bientôt la parole à la salle pour des questions, j'imagine, à propos de tout ce qu'on a pu évoquer au cours de cette rencontre, je voudrais que vous évoquiez un livre qui est à paraître très bientôt et qui rassemble le fruit d'un certain nombre d'entretiens menés avec ces demandeurs d'asile. Alors peut-être ce livre, comment les entretiens ont-ils été menés? Quel a été son processus de fabrication? Est-ce que toutes les situations évoquées sont différentes? Est-ce qu'elles sont cohérentes? Et puis, quand est-ce que ce livre sera disponible et selon quelle modalité? Margot? Alors oui, donc ce livre, c'est en fait la création de l'Observatoire Asile en septembre de l'année dernière, il y a un an. C'est aussi fait autour de ce travail commun en vue de rédiger un état des lieux, un livre qui rendrait compte de la situation actuelle sur Marseille. Pourquoi faire un livre et comment on l'a fait? Alors, il est pensé vraiment, toute la structure du livre, la colonne vertébrale de ce travail, c'est les extractions d'extraits, des extraits d'entretien qu'on a fait avec des personnes en demande d'asile, des mineurs isolés et des personnes accompagnantes. Pourquoi faire un livre de cette sorte? Nous, on intervient tous plus ou moins professionnellement ou bénévolement dans des associations qui sont amenées à rencontrer ou à accompagner des personnes en demande d'asile ou des mineurs isolés ou des chercheurs comme Béatrice qui travaille sur la question. Et on a eu ces dernières années de plus en plus de difficultés à faire reconnaître par les institutions publiques, notamment locales, les situations dramatiques dans lesquelles vivaient les gens. Et moi-même, j'étais responsable de la plateforme Asile il y a quelques années et on m'a accusée de mentir. Enfin, une institution publique m'a accusée de mentir sur mes statistiques et m'a accusée de mentir sur les conditions qu'on relatait dans lesquelles les gens vivaient. Et on s'est dit, mais comment faire passer ce message? Comment dépasser cet emballement médiatique autour de la question migratoire et aussi se dire que finalement, en face, on nous accuse de mentir. C'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps à Calais, le président accusant les associations de mentir sur les violences policières vis-à-vis des migrants. Donc c'est un phénomène récurrent et voilà. Et pour nous, c'était important de donner la parole aux personnes. C'est des témoignages donc qui sont recueillis. On a fait des maraudes dans la gare. On a été à la rencontre des gens. On leur a demandé, on leur a expliqué le processus, pourquoi vous témoignez. Les gens ont accepté. Toutes les personnes qu'on a sollicitées ont accepté en nous disant beaucoup, ça fait 8 mois que je suis là, on m'a jamais posé une seule question, on m'écoute pas. En fait, je suis mort ici, c'est des citations qui me viennent, et vous êtes la première personne qui me demande d'où je viens, pourquoi je suis là, et encore on ne demandait pas vraiment pourquoi les personnes étaient là, mais comment je vis. Et c'était vraiment ça l'objectif. Et donc voilà, ça réunit un certain nombre de personnes. Est-ce que dans ce livre, ces entretiens sont réécrits, retouchés, retravaillés, ou est-ce qu'ils sont livrés bruts, tels que vous les avez enregistrés? C'est des extraits d'entretien qui sont. Alors on a fait une construction, on a fait une construction de livre quand même pour que ce soit intelligible pour des personnes qui ne connaissent pas la procédure, qui ne connaissent pas le dispositif d'accueil. Mais tout le long, il y a des extraits d'entretien et ces extraits ne sont pas réécrits, non. Regardez brut. C'est ce qui a fait consensus, parce que le travail de coécriture, il y a eu une coproduction de cet ouvrage. Et on va dire que c'est la chose qui a fait consensus dès le début. On voulait garder absolument à la fois l'authenticité des récits et leur exhaustivité. Ce qui veut dire que dans leur restitution, les seules petites touches qu'on s'est autorisé à faire, c'était dans le passage de l'oralité à l'écrit, à savoir des corrections juste de mettre « il n'y a pas » au lieu de « y a pas ». Voilà, ce genre de petites choses. Juste, et encore, voilà. Et encore, ça a donné lieu à beaucoup de discussions. Mais enfin, l'idée, c'était ça, c'était l'exhaustivité. En 2 mots, ce livre, il est disponible quand et dans quelles conditions? Ah oui, comme dit Margot, c'est l'Arlésienne. Non, on espère qu'il va être disponible très prochainement. On est en train de
faire le bouclage doucement. On est nombreux, c'est un livre qui s'écrit à plusieurs mains, donc les rythmes d'écriture n'ont pas été les mêmes, ni forcément toujours très 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 rapides. On a pris le temps, il y a beaucoup de va-et-vient. On va dire, on espère novembre. On espère, si tout va bien. On n'est pas passé par une maison d'édition, juste pour dire. On a fait le choix de ne pas passer par une maison d'édition parce qu'on veut que ce livre soit en accès libre sur Internet. Par contre, vous pouvez, on est en auto-édition. Si vous voulez, vous pouvez soutenir le projet. Et en allant sur la page de l'Observatoire, vous trouverez un lien et vous pouvez faire des dons. Donc voilà, il y a un crowdfunding qui est en cours. Et voilà. Et il sera vendu à un prix en dessous de son coût de production, puisqu'on a quand même réuni un peu d'argent pour le produire, pour qu'il soit accessible au plus grand nombre et accessible aussi sur Internet gratuitement. Pour faire le lien avec les échanges avec la salle, peut-être Nathalie, Samia, un retour par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Samia ? Non, Samia moi je Chabani. suis très sensible bien sûr à ce que vous avez dit, parce qu'effectivement l'accueil, on n'ose plus utiliser ce terme. Alors hospitalité, c'est effectivement... ce qu'on voit, c'est qu'on est de plus en... Vous avez évoqué la situation des associations, et je pense que ça, c'est un point très important. La question de la désorganisation, qui pour moi est une politique en tant que telle. Voilà. La situation peut-être des accompagnants qui commencent à être épuisés. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que ça concerne ceux qui arrivent, ça concerne ceux qui sont là depuis longtemps, ça concerne les Marseillais. Et ça concerne aussi des personnes qui sont déjà très démunies dans certains quartiers de Marseille. Et donc, au final, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a une espèce de mise en concurrence de l'urgence qui fait que, globalement, ça attise un peu les haines dans tous les sens et qu'on a toujours l'impression d'être le plus pauvre, le plus démuni, le moins... Voilà. Ça, pour moi, c'est une véritable politique. Mesdames, messieurs, si vous avez des questions, des retours par rapport à ces échanges, on est à votre écoute. Bonjour tout le monde. Peut-être pour faire suite un peu à ce que disait Margot, puisque tu l'as même souhaité, par rapport à le où seront-ils et où seront-elles demain, se pose aussi la responsabilité de qui ? Dans le sens où on parle justement de l'accueil, même du non-accueil qui devient une politique, de la désorganisation qui est une politique. Qui en sont les responsables ? Bon, oui, les autorités, les institutions publiques, les instances publiques, nos dirigeants, nos élus. Et par exemple, pour le cas pour Marseille, pour le conseil départemental, et pour rebondir sur la question des mineurs isolés, étrangers, étrangères, ici, pour toute la semaine, il y a eu mobilisation de plusieurs personnes, de collectifs, d'associations, de syndicats d'avocats, d'avocates, et des personnes œuvrant dans des collectifs comme Réseau Éducation Sans Frontières, la CIMAD, le collectif Soutien Migrants, Migrantes 13, Almamba, bon, tout un panel d'affinités pour alerter encore une fois sur la question des mineurs isolés qui sont donc leur prise en charge, pas juste mise à l'abri, mais prise en charge dans le domaine de la santé, de l'éducation, des soins, des activités, sont de la responsabilité du conseil départemental, dont la présidente est Martine Vassal, qui a déjà été interpellée l'année passée lors de l'occupation de l'église Saint-Féréol. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont au courant. Et depuis un an, par exemple, donc Martine Vassal, le conseil départemental, font la sourde oreille totale. Il n'y a aucun retour de qui que ce soit, il n'y a aucun retour, aucune discussion, aucune chose mise en place. Il y a aujourd'hui 300 mineurs non pris en charge par le conseil départemental, dont 150 qui sont à la rue. Les autres 150 sont considérés comme non à la rue parce qu'ils sont mis à l'abri, pas pris en charge, mais mis à l'abri, mis à l'abri dans des hôtels.
Et là aussi, il y a eu plusieurs rencontres, il y a beaucoup de rencontres et de commissions juridiques pour les mineurs qui se font, et au cours desquelles ont été pris des témoignages. Et ça aussi, on cherche à les publier, mais de façon très informelle, où on se rend compte, on a une idée, mais en fait, on se rend compte en écoutant ces jeunes-là de l'aberration dans laquelle ils sont coincés. On les renvoie d'une institution à une autre, on les balade, on les méprise, n'ont jamais droit à la parole, on sent vraiment le besoin de parler, d'expliquer qui ils sont, d'avoir une existence en fait. Et on leur nie leur existence, on leur nie leur présence. Et donc les institutions du département et de Marseille baladent ces jeunes. Donc ce sont ceux qui sont mis à l'abri. Donc ils sont à l'hôtel pour 2 nuits, par exemple. Et ensuite, ils doivent aller pointer au commissariat ou aller pointer à la DIMEF. La DIMEF, c'est la direction... Vous pouvez me repréciser ça ? En tout cas, ça dépend de l'aide sociale à l'enfance, où on les envoie sinon au conseil départemental, à la DAP 13, qui est la structure qui est chargée de les prendre en charge. Et voilà. Et ils dorment à la nuit, ils dorment à la rue, à la gare. Et pour ceux qui ne dorment pas à la rue, ils sont hébergés par les réseaux solidaires qui saturent, qui craquent, et qui sont à court de solutions, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce que ça, c'est du concret, quoi. Il y a une institution, le conseil départemental, qui ne fout rien et qui n'en a rien à faire. C'est la sourde oreille, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de solution proposée. Mais en fait, comment on peut... ils sont hors la loi, quoi. Le conseil départemental, l'État aussi, mais le conseil départemental sont hors la loi. Plus qu'ils sont condamnés par la justice régulièrement, condamnés par différents tribunaux, des tribunaux administratifs, les juges pour enfants qui réordonnent des ordonnances de placement pour les gamins, qui demandent les placements, les juges administratifs qui confirment, qui condamnent le conseil départemental à placer les enfants en donnant des astreintes. Le conseil départemental paie des milliers d'euros pour ne pas placer des enfants à l'abri. Et c'est pas un mensonge, c'est pas une caricature, c'est la réalité. Donc si ça, c'est pas une politique de non-accueil, c'est quoi ? Et on essaye, les associations, les groupes, par différentes actions, c'est même pas de donner la sonnette d'alarme, mais d'essayer au moins d'avoir un retour, de mettre la pression sur le conseil départemental pour qu'il prenne ses responsabilités. Mais tout le monde a tendance, on devient fatigué, parce que beaucoup de ces personnes qui font ces activités politiques, ces revendications politiques avec les jeunes, font aussi de l'hébergement, du cours de français, de l'accompagnement administratif, de l'accompagnement hospitalier, des maraudes, de la nourriture, du squat. C'est très complexe, tout est imbriqué ensemble. Et ensuite, on nous fait croire qu'on va être envahi. Et quand, par contre, on ramène les chiffres, ce que représentent les demandeurs d'asile, les demandeurs et les demandeuses d'asile en France, je crois, c'est 1% de la population, quoi. C'est rien, c'est rien. Et bon, en tout cas, je vais céder le micro, je pourrais en parler des heures. Merci. D'autres questions, d'autres interventions ? Je voulais juste rajouter que s'il est condamné, il est bien évident qu'il ne paye pas le conseil départemental. Voilà. Donc il est condamné régulièrement à des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, et jusqu'à présent, il n'a rien payé du tout. Premier point. Et second point, au-delà du département, ce qu'on voit régulièrement, ce sont des jeunes avec des ordonnances de placement provisoires qui viennent d'autres départements. Donc, par rapport à la clé de répartition de 2013, donc Marseille est censé avoir des structures pouvant accueillir tant de mineurs dans son département. Voilà. Donc, en fonction de ça, régulièrement, on voit lors de la permanence juridique du collectif MIE, tous les jeudis après-midi, des jeunes qui arrivent avec, donc là, la dernière, il en est arrivé 3 de Rodez, 3 de Grenoble, 2 de Gap. Voilà, donc ces jeunes, on leur a dit qu'ils avaient droit un jour ou deux à l'hôtel et qu'après, ils seront à la rue. Donc,
c'est au-delà de ça, ce sont tous les autres départements qui savent aussi, bon, ils respectent la loi, mais ils savent très bien qu'à Marseille, les gosses vont se retrouver à la rue. Ils le savent. Bon, et ça, le flux continue. Voilà. Donc Marseille, nous tout l'été, on a pérennisé la permanence, etc. Et il est arrivé, à chaque permanence, on avait 10 ou 15 gamins venant d'autres départements. Voilà. Sachant qu'en plus, la DAP fonctionnait déjà, qu'elle fonctionne au ralenti, fonctionnait encore plus au ralenti, qu'il n'y avait pratiquement pas de bénévoles, tout le monde était en vacances, etc. Enfin, c'était un peu la cata. Donc, voilà, il faut interroger aussi au niveau national ce qui se passe. Voilà. Et Marseille, c'est vrai qu'on a énormément d'OPP de tous les autres départements. OPP, c'est Ordonnance de placement provisoire. Voilà. Donc, ils sont reconnus mineurs. Voilà. Ils sont reconnus mineurs et ils devraient avoir accès immédiatement à une prise en charge complète. Voilà. Donc, au mieux, ils sont à l'hôtel, mais il n'y a pas de prise en charge éducative, etc. Et puis, souvent, ils se retrouvent avec des OPP, donc à la rue. Voilà. Et souvent dans des situations de désespérance. Moi, j'habite le quartier de Belzins à Marseille et il y a un mineur qui s'est défenestré il y a quelques semaines de ça, sur le cours Belzins, probablement dans une situation de précarité extrême. Donc cette situation, elle est aussi mortifère. Elle n'est pas seulement préoccupante, elle est aussi mortifère. Peut-être d'autres questions, d'autres retours ? Oui. Bonjour, pardon, j'ai loupé le début, alors peut-être l'information avait été donnée, mais il me semblait que dans les quantités sur l'histoire longue d'accueil à Marseille, justement dans les années 15-20, avec les Arméniens, avec les Russes, les Italiens, les quantités en proportion étaient bien plus importantes d'accueil dans la ville que ce qu'on a maintenant. Enfin, moi, c'est l'idée que j'avais, et donc j'aimerais avoir peut-être des chiffres là-dessus, si vous les avez, sur les proportions d'étrangers qui sont arrivés à Marseille et qui ont été malgré tout accueillis, dans quelles conditions et comment ça se fait que qu'ils ont pu s'intégrer à l'époque et qu'aujourd'hui, apparemment, on n'est plus capable d'accueillir quelques milliers de personnes. Samia Chabani vous répond. Merci. Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête, hein, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au 19e siècle, oui, la population étrangère à Marseille dépasse les 10%, qui sont en gros les statistiques nationales. Voilà. Depuis, on n'a jamais dépassé cette proportion-là. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, tant que les gens venaient pour le travail et que leur présence était légitimée par le travail, il y avait des périodes de xénophobie, mais que la présence des étrangers était quand même acceptée. Il y avait comme ça une condition par le travail, une légitimité par le travail, qui faisait que les vagues migratoires s'intégraient bon an, mal an. À partir du moment où on a vécu des crises économiques, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, ça me semble très important, c'est que la main-d'œuvre étrangère a été une variable d'ajustement quand même très longtemps, elle l'est encore, évidemment. Et donc la présence par le travail légitime la présence de l'étranger. Par contre, dès qu'on est dans des périodes de crise, et je pense qu'on en vit une actuellement, et à Marseille en particulier, on a un cumul de retard, de difficultés à gérer un certain nombre de problèmes. Je pense notamment à la question des quartiers populaires et des quartiers prioritaires dans cette ville. Les difficultés qui relèvent de services publics de base dans d'autres régions, qui ne sont toujours pas accessibles partout dans la ville, font qu'on est dans une situation peut-être d'urgence encore plus importante. Il y a un cumul en fait sur des décennies de mauvaise gestion, d'inculture urbanistique, etc., qui font qu'on hérite d'une situation hyper tendue. J'évoquais tout à l'heure la mise en concurrence des pauvres. Là, très très concrètement, je pense à des situations où, par exemple, y compris ceux qui ont obtenu le statut de réfugié, sont logés dans un parc social qui est extrêmement dégradé, qui subissent un déclassement professionnel profond avec des humiliations répétitives dans les services publics, parfois, non pas du fait des professionnels, hein, du fait de la situation, du contexte. Vous arrivez, vous êtes ingénieur agronome tchétchène et vous avez fait vos études à Moscou. À Marseille, on va vous proposer de faire de la maçonnerie, de faire en tout cas une non prise en compte des parcours professionnels et diplômants des publics réfugiés.
Donc il y a un cumul qui fait que effectivement les gens se retrouvent très très déclassés dans leur situation actuelle. Là où d'autres pays européens sont meilleurs élèves que nous, à la fois dans le nombre d'accueils, je pense notamment à l'Allemagne, mais aussi dans la capacité à prendre en compte, à transférer des compétences professionnelles, des compétences linguistiques. Là encore, on a le sentiment qu'en France, on a un rapport à l'altérité, on a un rapport à l'étranger qui est assez conflictuel. Donc la question des chiffres, elle est souvent mobilisée par les médias et par les politiques. Mais ce n'est absolument pas un argument aujourd'hui pour déterminer une problématique particulière. On est vraiment dans une politique du non-accueil. Je pense que se pose la question quand même de la façon dont l'opinion publique aujourd'hui accepte ou pas la situation la poursuite de l'accueil des migrants. C'est surtout ça la vraie question. Et le contexte géopolitique n'y est pas pour rien, hein, ça c'est certain. Nathalie Heinick, cette difficulté d'arriver à accepter l'altérité, à accepter l'autre, à accepter l'étranger dans la France contemporaine, mais depuis un certain temps déjà, vous l'analysez comment ? D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas globalement de difficulté ou de non-difficulté à accepter l'étranger. Il y a des postures très différentes. Dans une population donnée, il y a des gens, comme beaucoup d'entre nous ici, qui sont plutôt dans une logique d'accueil et des gens qui sont dans une logique de refus. Bon, donc il n'y a pas globalement d'état d'esprit qui serait descriptible à un niveau national. Et il y a toujours eu, je suppose, des situations, Samia vient de le dire très bien, qui rendent plus facile l'intégration des étrangers et d'autres qui les rendent plus difficiles. Ensuite, il faut aller voir du côté des histoires personnelles, des appartenances à des catégories socio-professionnelles, des appartenances générationnelles, etc. Ce qui favorise plus ou moins un esprit d'acceptation, d'ouverture ou un esprit de fermeture ou d'attention particulière au maintien de ces conditions de vie. Et je pense que beaucoup de gens qui, comme moi d'ailleurs, globalement, sommes ouverts par principe à l'idée d'accueillir l'étranger, si on leur demande concrètement s'ils sont d'accord pour céder une pièce de leur appartement à une personne inconnue, ne seront peut-être pas tout à fait aussi d'accord. Vous voyez, donc tout dépend des contextes et on ne peut pas globalement faire un diagnostic d'ouverture ou de fermeture. Je suis moi-même personnellement totalement ambivalente, c'est-à-dire qu'à la fois j'aimerais que tous les gens qui ont besoin d'accueil trouvent un accueil et en même temps j'ai besoin aussi que un certain nombre de conditions de vie qui nous sont chères, qu'elles soient matérielles ou liées à nos valeurs, soient respectées. Donc je suis moi-même totalement clivée entre ces deux positions. On approche de la fin de cette rencontre, mais je vous propose peut-être une dernière question ou une dernière intervention. Non, attendez, le micro arrive. Moi, j'aurais juste voulu savoir pourquoi des enfants qui se trouvaient, que je connais, qui étaient en Ardèche, très bien, dans des foyers, du jour au lendemain, on leur dit « vous allez sur Marseille ». Pourquoi ? Ils arrivent sur Marseille, personne ne les a accueillis. Ils étaient à Saint-Charles, ils étaient 6, SOS Voyageurs les a un peu aidés. Mais sinon, les enfants sont arrivés comme ça, tout seuls. Pourquoi on leur dit ? Et moi, j'ai parlé avec eux, ils étaient très bien en Ardèche. Margot Bonis vous répond. Ben oui, Margot. Pourquoi ? Alors, concernant les mineurs isolés étrangers, il y a une organisation. Alors, c'est un peu sur le même principe que ce dont je parlais tout à l'heure concernant la répartition nationale des demandeurs d'asile, sauf que c'est antérieur. Donc, pour les mineurs étrangers isolés, il y a une clé de répartition au niveau national qui date de la circulaire Taubira de 2000 et des mois 13, c'est ça. Cette circulaire précisait que pour une meilleure prise en charge des mineurs isolés au niveau national, il fallait donc, c'est la grande histoire, il faut se répartir la tâche. Donc se répartir la tâche comment ? Les personnes arrivent sur un territoire donné, en l'occurrence les mineurs, sont signalés au niveau du conseil départemental du territoire donné qui est en charge de leur prise en charge.
Et en fonction au niveau national, la clé de répartition prévoit qu'il y a des territoires qui, sur des calculs savants qui nous dépassent beaucoup, mais grosso modo, les chiffres de base, c'est le nombre la population, par exemple des Bouches-du-Rhône, le revenu par habitant. Voilà, il y a des critères objectifs qui permettent de considérer qu'un territoire devrait accueillir tant de mineurs. Voilà. Et qu'un autre territoire, en l'occurrence l'Ardèche, a moins de monde, moins d'argent et donc accueille moins de mineurs. Les Bouches-du-Rhône, on a un territoire où on devrait accueillir beaucoup de mineurs. Et du coup, le juge, en l'occurrence, et le conseil départemental, donc le juge des enfants et le conseil départemental de l'Ardèche ont considéré que ces mineurs pouvaient aller dans les Bouches-du-Rhône où il y a de la place. Sauf que dans les Bouches-du-Rhône, on n'ouvre pas les places. Parce que, comme l'expliquait Peggy tout à l'heure, il y a une vraie une prise de position politique au niveau départemental de ne pas ouvrir de place pour les mineurs, de ne pas les prendre en charge, alors qu'on en a les moyens, la capacité, et que le reste de la France pense qu'on le fait, ou qu'on devrait le faire. Donc ces mineurs sont envoyés dans les Bouches-du-Rhône parce que les Bouches-du-Rhône ne répondent pas à la quantité qui devrait, c'est très quantitatif ce que je dis, mais qui devrait prendre. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette rencontre. La programmation Exil se poursuit dans quelques instants à 17h, ici même, le temps d'un changement de plateau. C'est Come Prima, d'après la BD d'Alfred, musique en direct par Splendor in the Grass. Et je vous rappelle les ouvrages de Nathalie Eynick, récemment parus ou à paraître. Une histoire de France et ce que n'est pas l'identité. Ils sont disponibles dans toutes les bonnes librairies, vraisemblablement dans celle du Musée. Mais je vous signale par ailleurs que Nathalie Eynick va pouvoir les signer dans quelques minutes, juste devant cette salle. Que vous dire encore avant de vous quitter qu'un ouvrage sera à paraître très bientôt de l'Observatoire Asile Marseille, quelque part bientôt, n'est-ce pas, hein, c'est ça. Et que les activités de l'association Ancrage, vous pouvez en retrouver tout le détail sur le site ancrage.org. Merci à toutes et tous.